Trésors du Saint-Laurent, à la découverte des refuges marins des coraux et éponges. Dans cette série de 2 épisodes, on plonge dans le golfe du Saint-Laurent, à la découverte des coraux et des éponges d'eau froide, des animaux méconnus pas comme les autres. Mon nom est Camille Pépin, une biologiste curieuse et passionnée des milieux marins. Et mon nom est Léa Roy, agente de projet au Comité ZIP Gaspésie. Vous écoutez Trésors du Saint-Laurent. Dans ce premier épisode, on découvre ce qui distingue les coraux et les éponges d'eau froide ainsi que leur rôle dans les écosystèmes du Saint-Laurent. Qu'est-ce que vous savez des coraux et des éponges? Je sais que c'est dans la mer, tout ça. Ben moi, pas grand-chose. Je sais que c'est beau, mais le reste... Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les eaux profondes et froides du Saint-Laurent à la découverte d'organismes hors du commun, soit les coraux et les éponges d'eau froide. Pour en parler, nous accueillons 2 spécialistes du domaine, Martin Forêt, biologiste en conservation marine à la Direction régionale de la gestion des écosystèmes de pêche et océan Canada, et Marilyn Thorne, technicienne en sciences aquatiques à la Direction des sciences pélagiques et écosystémiques de pêche et océan Canada. Bonjour à vous 2. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, Marilyn, en quoi consiste votre travail à l'Institut Maurice Lamontagne de pêche et océan Canada? Comme tu l'as mentionné, je suis technicienne en sciences aquatiques. Mon rôle est d'appuyer la biologiste Geneviève Faye dans son travail en conservation marine. Je m'occupe surtout du laboratoire, des équipements de photo-vidéo sous-marine qu'on utilise pour aller chercher de l'information sur les aires marines et les refuges du Saint-Laurent. Je me demandais, Martin, si vous pouviez me parler davantage de votre travail. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis biologiste en conservation marine. Je travaille dans une équipe où on gère et on met en place des zones de conservation marine. Donc, ce sont des zones dans lesquelles on va réglementer les activités, notamment pour protéger les écosystèmes, puis pour que la biodiversité benthique, pélagique, toute la vie marine qui vit ici puisse se développer dans de bonnes conditions. Benthique, c'est vraiment tous les animaux qui vivent, animaux ou plantes qui vivent sur le fond marin, donc qui vont être fixés ou qui vont vivre proche du fond marin. Puis pélagique, c'est vraiment tous ceux qui vivent dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la colonne d'eau, qui sont libres. Par exemple, benthique, on va avoir des étoiles de mer, on va avoir les coraux et les éponges dont on parle aujourd'hui. Puis le pélagique, on va avoir des poissons comme le maquereau ou les baleines. Je me demandais si vous pouviez me définir aussi le mot biodiversité. Biodiversité, ça va être toute la variété de formes de vie qu'on va avoir dans un écosystème. C'est un terme très large qu'on entend beaucoup parler. Mais d'une manière générale, on a besoin d'une biodiversité assez importante dans les écosystèmes. Ça fait qu'on a des écosystèmes plus résilients, plus face au changement, face au changement climatique ou face à différentes perturbations de cet environnement-là. La résilience, en écologie en tout cas, là, quand on parle de résilience, c'est la capacité d'un écosystème à absorber des perturbations. Par exemple, une forêt brûle, la capacité de la forêt après de se régénérer, ça fait référence à sa résilience. Puis on a la même chose dans les écosystèmes marins. On a des écosystèmes qui vont être plus résilients que d'autres, qui vont pouvoir mieux résister à des perturbations que d'autres. Puis généralement, plus on a de biodiversité, plus les écosystèmes sont résilients, même forcément s'il y a des petites variations. Mais Qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème, c'est l'ensemble des organismes puis d'un environnement. Donc, ça comprend aussi bien les organismes, tout ce qui est vivant, les plantes, les animaux, puis aussi leur environnement physique. Donc, les conditions d'eau, par exemple, température, la lumière, etc. Tout ça, ça forme un écosystème, donc a des caractéristiques qui lui sont propres. Pensez-vous qu'on retrouve des éponges et des coraux dans les eaux froides du Saint-Laurent? Non. Je pense que oui, me semble j'en ai déjà entendu parler, mais... Ben, je sais pas, on trouve ça dans les pays tropicaux. Pour plusieurs, c'est une surprise d'apprendre que dans les eaux froides du Saint-Laurent se cachent des coraux et des éponges. Marilyn, pouvez-vous nous parler de ces créatures mystérieuses d'eau froide? Oui, surprenamment, il y a réellement des coraux et des éponges dans le golfe du Saint-Laurent, mais sont quand même différents de ceux qu'on retrouve en eau chaude. Quand on pense aux coraux, on a tout de suite en tête les récifs de coraux des eaux tropicales, peu profondes, la plongée, comme la Grande Barrière de Corail, par exemple. Les coraux d'eau chaude se retrouvent dans des zones ensoleillées parce qu'ils dépendent d'une algue microscopique qui est essentielle à leur cycle de vie. Puis, on ne retrouve pas cette relation coraux-algues chez les espèces d'eau froide.
Les coraux d'eau froide, ils ne forment pas de grands récifs de corail dur comme on est habitué de voir dans les eaux chaudes, sauf pour le genre Lophelia qu'on retrouve dans le Pacifique et dans l'Atlantique. Dans le Saint-Laurent, on va retrouver surtout des espèces de coraux mous. Même si on n'a pas de grande barrière de corail dur, on a quand même une espèce de corail dur qui est un corail solitaire, qui ne forme pas de récif, qu'on appelle flabellum. On a principalement 5 espèces de plumes de mer, puis elles tiennent leur nom de leur forme qui rappelle beaucoup la plume d'un oiseau. Pour vous imaginer un peu à quoi ça ressemble, on a une petite plume rose, une un peu plus grande qui est orangée, un long fouet qui a une couleur framboise et une grande plume en forme de point d'interrogation. Une des similarités que je vois un peu avec les coraux du Sud, c'est qu'ils ont l'air quand même d'être très colorés. Là, on parle de rose, d'orange. Exact. En ce qui concerne les éponges, on a plus d'une quarantaine d'espèces qui ont été identifiées dans le Saint-Laurent, mais on a encore plusieurs spécimens qui sont à l'étude pour l'identification. En fait, on aurait plus de 9300 espèces d'éponges décrites dans le monde. Les éponges ont une très grande variété de formes, de couleurs, d'odeurs, mais aussi de textures. Quand on pense aux éponges, on imagine souvent les éponges comme étant pâles, blanchâtres, mais elles peuvent être jaunes foncées, orange, on en a même déjà vu des bleus. Puis, ces deux éponges sont très semblables en apparence, mais qu'elles ont une texture ou une odeur différente, c'est peut-être un indice que ce sont des espèces différentes. Elles sont très, très difficiles à identifier. Puis, en ce qui concerne leur forme, on retrouve une très grande variété de formes d'éponges. Elles sont généralement érigées, c'est-à-dire qu'elles forment des petits buissons, un peu comme les plantes. Elles peuvent être rondes, en forme de vase. Certaines ont une forme qui rappelle des champignons pleurotes, un peu plus en forme de feuilles. Puis d'autres sont plutôt encroutantes. Elles vont former une couche généralement mince qui colle à la roche comme un petit tapis. De quoi et comment se nourrissent les éponges et les coraux, selon vous? Hein? Ça doit être le plancton. Je vais dire des excréments des autres espèces. Je me demandais, Marilyn, de quoi se nourrissent les coraux et les éponges du Saint-Laurent? Mais les coraux et les éponges, ils filtrent l'eau pour se nourrir. On dit qu'ils sont des suspensivores passifs. Ça veut dire qu'ils vont dépendre des courants d'eau pour amener la nourriture vers eux. Puis, ils se nourrissent principalement de débris organiques dans l'eau, donc du plancton, de bactéries et autres. Donc, l'eau chargée des particules en suspension, par exemple, pour les éponges, va entrer dans l'éponge par les pores qui servent à aspirer l'eau. L'éponge va garder la nourriture dont elle a besoin, puis elle va expulser le reste, par exemple, des grains de sable, par des pores spéciaux qui servent à expulser l'eau. Qu'est-ce que vous savez des coraux et des éponges? Pas tant que ça. Je sais même pas si je pourrais en reconnaître ici. Voilà. Je sais c'est quoi des coraux, là, puis les éponges de mer, là, mais je n'en sais pas plus qu'il faut à ce niveau-là. C'est parfait. Je sais que les coraux, c'est un animal. Puis les éponges, c'est vraiment un mystère pour moi. Et les coraux et les éponges, ils se fixent sur quoi? Les éponges de mer, le plus souvent, vont être fixées sur un substrat dur, comme par exemple des rochers, puis elles ne se déplacent pas. Pour les coraux d'eau froide, c'est différent. Certaines espèces vont se fixer sur des rochers, comme les framboises, brocolis et choux-fleurs de mer. Ils ont des noms d'organismes végétaux, mais ce sont bien des coraux d'eau froide. Puis d'autres espèces, comme les plumes de mer, vont s'ancrer dans le sédiment meuble et peuvent se déplacer et s'enfouir dans le sédiment. Alors, un corail, c'est un animal, c'est ça? Oui, effectivement, les coraux d'eau froide, ce sont des animaux. Malgré les noms de nos petits amis framboises et brocolis et choux-fleurs de mer, des expériences scientifiques en bassin et en mer ont montré que les plumes de mer peuvent ramper sur le fond ou se laisser dériver par le courant, mais elles peuvent aussi s'enfouir dans le sédiment complètement. Parfois, il semblerait qu'elles peuvent le faire pendant plusieurs jours. On ne connaît pas encore pourquoi elles utilisent ce mécanisme-là. Il y a probablement un mécanisme de fuite quand il y a des prédateurs ou autres, mais on ne connaît pas toutes les causes de ce mécanisme-là. Je reste très surprise à l'idée de, j'imagine, un corail là, qui rampe un petit peu comme une chenille ou une limace de mer pourrait faire. Je m'attendais vraiment pas à ça.
Oui, puis on a également l'espèce Flabellum qui semblerait peu se déplacer. Une étude a permis d'observer que le corail dur Flabellum peut augmenter la taille de son corps plus de 10 fois. Puis les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi il fait ça, mais ça pourrait représenter un moyen de s'échapper d'une zone en augmentant la flottabilité, puis il se laisserait porter par le courant. Ça ressemble à quoi un petit peu Flabellum, comme vous l'appelez? Flabellum fait une petite coupe dure avec des petites tentacules accrochées autour de, j'appelle ça sa bouche, puis ça fait comme un orifice sur le dessus. C'est comme un petit vase. Animaux, plantes, roches, extraterrestres, que sont les coraux et les éponges selon vous? C'est comme des champignons, cette affaire-là. C'est flou. Une forme de vie un peu hors du commun, je pense. Ça pourrait être une raison de dire que c'est des extraterrestres. Je suis curieuse d'en savoir davantage sur les cycles de croissance de ces animaux. Par exemple, comment ils grandissent, leur espérance de vie. Marilyn, pouvez-vous nous en parler? Oui, les coraux et les éponges ont une structure fragile et ils ont une croissance plutôt lente. Les plumes de mer ont des polypes mâles et femelles. Elles vont produire des larves qui sont relâchées dans la colonne d'eau et vont se disperser au gré des courants. La reproduction a lieu annuellement. Les éponges, elles, peuvent se reproduire par fragmentation. La fragmentation est souvent provoquée par exemple, les engins de pêche mobiles. Elles produisent plus de petites éponges individuelles, mais vont réduire leur taille et leur diversité génétique. Et quand on parle de fragmentation, c'est plein de petits clones qui sont créés? Exact. C'est une très bonne définition des fragments. Donc, il va y avoir moins de mélange de gènes dans la population d'éponges. La majorité des éponges sont hermaphrodites. En fait, le même organisme va produire des œufs et du sperme en alternance. Le sperme est dispersé par les courants d'eau et est absorbé par les éponges avoisinantes. Les éponges vont ensuite libérer les larves produites qui vont se déposer et se métamorphoser dans le fond marin. Concernant la longévité des plumes de mer et des éponges, les plumes de mer peuvent vivre quelques dizaines d'années alors que les éponges pourraient vivre jusqu'à 100 ans. Pour les plumes de mer, il est possible de déterminer l'âge des plumes de mer en comptant les stries de croissance dans l'arachide comme pour un arbre. Quant à la taille des éponges, elle varie de 2 à 3 cm de hauteur jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres. Marilyn, est-ce que les coraux et les éponges d'eau froide ont des prédateurs? Oui, toutes les espèces ont des prédateurs. Les principaux prédateurs connus pour les coraux et les éponges sont les étoiles de mer et les nudibranches. Ils ont probablement d'autres prédateurs qu'on ne connaît pas. Les nudibranches, ce sont des petits mollusques sans coquilles qui rampent, un peu comme des petites limaces. On dirait qu'on parle de nourriture, puis je suis curieuse de savoir ça goûte quoi, des coraux et des éponges. C'est une excellente question. Je ne pourrais pas dire pour les plumes et les éponges. En fait, pour les éponges, je m'attends à ce que ce soit pas très bon. Je vous dis ça en raison de l'odeur qui est souvent très, très intense et très désagréable. Marilyn, avez-vous des faits ludiques, des fun facts en bon français, sur les coraux et éponges du Saint-Laurent? En fait, je peux vous donner un peu d'informations un peu méconnues sur les coraux et les éponges, entre autres ceux du Saint-Laurent. Par exemple, certaines espèces de plumes de mer font de la bioluminescence, c'est-à-dire qu'elles produisent la lumière. L'espèce Balticina, qui est le long fouet couleur framboise, il y a parfois une anémone fixée sur la tige. C'est le seul endroit où cette espèce d'anémone semble se fixer. Puis, pour les éponges, il y a des études qui montrent que nos ancêtres les plus éloignés seraient les éponges. C'est la plus vieille lignée d'animaux vivants. Donc, on est plus proche de l'éponge de mer qu'on le pensait. Il y a des fossiles de 500 millions d'années qui ont été retrouvés, qui contiennent des éponges. On les retrouve partout dans le monde, mais aussi en eau douce. Les éponges abritent une multitude d'organismes vivants, comme des amphipodes, qui est un petit crustacé, ou des ophiures, qui sont un cousin de l'étoile de mer. On n'est pas trop certain du lien entre ces espèces-là et les éponges. Est-ce qu'ils s'alimentent sur l'éponge ou de l'éponge? C'est encore nébuleux. Ça serait possiblement une étoile de mer qui mange sa maison?
Ou peut-être qu'elles profitent de la filtration avec le courant d'eau pour s'alimenter, elles aussi, des particules dans l'eau. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre sur les coraux et les éponges du Saint-Laurent? Comment ils vont, savoir à quoi ils servent, tout ça. Martin, quels sont les rôles des coraux et des éponges dans leur écosystème? Alors, les coraux et les éponges ont plusieurs rôles. Le premier et sans doute le principal, c'est la création d'habitats. L'habitat en écologie, ça désigne un environnement physique et biologique dans lequel vit une espèce ou une communauté, comme les coraux et les éponges. Ça regroupe à la fois l'habitat physique, donc par exemple la température de l'eau, la nature du sédiment. Donc ça inclut l'environnement physique, mais aussi l'environnement biologique, donc les interactions qu'ont ces espèces-là avec d'autres espèces. Donc comme par exemple des prédateurs, éventuellement des compétiteurs qui vont chercher à avoir le même type de nourriture. Donc ça, c'est vraiment l'habitat. Puis les coraux et les éponges créent un habitat pour plein d'autres espèces, que ce soit des poissons ou des invertébrés. Et c'est vraiment un rôle majeur de ces espèces-là dans les écosystèmes. On parle souvent d'espèces ingénieurs parce qu'elles vont créer des écosystèmes en soi. Et puis ça, c'est particulièrement vrai pour les plumes de mer qu'on va retrouver donc, au fond du golfe du Saint-Laurent, parfois des profondeurs jusqu'à plus de 400 mètres de profondeur. Puis il faut imaginer que dans ces endroits-là, c'est souvent des plaines assez plates avec juste des sables et du vase. Puis ça, c'est pas un environnement qui est très propice à avoir beaucoup de biodiversité dont on parlait tout à l'heure. Mais les plumes de mer, puis c'est la même chose pour les éponges dans d'autres environnements, elles vont créer des structures 3D. Puis ça va vraiment créer plein de zones, plein de petits habitats dans lesquels d'autres espèces vont pouvoir venir se cacher, se reproduire, se nourrir aussi. Donc, c'est vraiment toute cette création d'habitats qui fait que les coraux et les éponges sont si importants que ça. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en milieu terrestre, par exemple, quand vous allez dans une plaine, vous voyez bien qu'il y a assez peu de biodiversité. On le devine qu'il y a assez peu de biodiversité, mais dès que vous allez dans une forêt, où là, il y a des structures 3D beaucoup plus importantes, on va retrouver beaucoup plus de diversité dans les animaux puis dans les végétaux. Fait que c'est exactement ça que font les plumes de mer dans le fond des océans. Ça crée comme des mini-forêts, là. C'est pas tout à fait ça, mais les coraux et les éponges, après, vont servir d'abri, de cachette contre les prédateurs. Il y a aussi beaucoup de poissons, par exemple, qui vont venir déposer leurs œufs sur les plumes de mer. Puis ça, on va parler alors de nurseries ou de pouponnières, là où il va y avoir plein de petites larves qui vont se développer. On va avoir des petits organismes qui vont pouvoir se développer, mais ça va aussi attirer des plus gros organismes qui vont venir se nourrir de tout ça. Fait que là, on a beaucoup parlé des plumes de mer, mais on retrouve la même chose chez les éponges qui vont, comme Marilyn le disait, elles ont beaucoup de cavités, elles vont filtrer. Ça, c'est propice aussi à la fixation, par exemple, d'œufs au milieu des éponges. Fait que là, on va avoir beaucoup de zones de nurseries, de pouponnières. Il y a une autre étude qui a montré qu'au sein des récifs d'éponges en Atlantique Nord, là, des lits d'éponges, en fait, qui sont comme déposés sur le fond, on avait près de 242 espèces qui venaient en profiter. Fait que là encore, c'est vraiment énorme, toutes les espèces qui viennent profiter de ces habitats-là. Puis il y a une autre équipe de chercheurs en Colombie-Britannique qui eux, sont amusés à écouter les récifs d'éponges, puis qui ont vu que dans les récifs d'éponges, il y avait beaucoup plus de bruit qu'en dehors. Puis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de biodiversité. Est-ce qu'on connaît certains animaux qui dépendent des coraux et des éponges? Oui, on connaît un petit peu tous les organismes qui fréquentent ces habitats-là. On va avoir des œufs, des petits invertébrés, mais on va aussi avoir des organismes plus gros comme des étoiles de mer, des crabes, des ophiures. Mais on retrouve vraiment toute une diversité, en fait. Il y a aussi bien des poissons, comme le sébaste, le flétan de l'Atlantique. On a aussi plusieurs espèces de raies, la morue, le requin marèche, l'aiguillat noir, qui est un autre genre de requin, le grenadier, la merluche, la baudroie d'Amérique, qui est comme ce gros poisson avec une grosse mâchoire qu'on imagine dans le fond, là, très imposant. On a aussi la plie. Puis on a aussi d'autres types d'organismes, comme des crustacés, donc le crabe épineux. On a quelques crabes des neiges aussi. On a différentes espèces de crevettes. On a des étoiles de mer. Donc, Marilyn a dit tout à l'heure qu'ils venaient aussi se nourrir des plumes de mer. On a des vers, des anémones, des pieuvres ou encore la myxine qui ressemble un peu à une anguille là, mais qui est un organisme assez particulier qu'on va retrouver en grande profondeur. J'ai une image là, vraiment d'une ville cosmopolite dans le fond de la mer. Puis je suis curieuse de voir des images puis de pouvoir aller rencontrer tous ces animaux.
Martin, y a-t-il d'autres raisons, éléments qui justifient pourquoi ils sont si importants, les coraux et les éponges? Fait que là, on a parlé du rôle d'habitat. Le deuxième, c'est aussi que c'est une source de nourriture. Marilyn le disait tout à l'heure, il y a des étoiles de mer, par exemple, des nudibranches qui vont venir se nourrir. Fait que ça, en soi, c'est un rôle d'être une source de nourriture pour d'autres espèces. Fait que c'est comme un petit peu plus anecdotique que le rôle d'habitat, mais c'est pas à négliger non plus. Puis il y a aussi tout le rôle des plumes de mer et des éponges dans les cycles biogéochimiques et nutritifs. Là, je commence à dire des gros mots. Mais en gros, on a dit tout à l'heure que c'était des organismes filtreurs qui vont capter les particules en suspension. Puis le fait qu'elles captent ces particules-là qui sont dans l'eau, ça participe à la circulation de la matière organique et du nutriment dans les écosystèmes. Les plumes de mer, par exemple, sont à des profondeurs très élevées, genre presque parfois plus de 300-400 mètres. Fait qu'on a beaucoup de particules qui tombent depuis la surface. Et le fait que les plumes de mer les capturent pour les manger, puis qu'après, éventuellement, servent de nourriture, fait que ça participe à recirculer un petit peu tous ces nutriments. Puis on a la même chose pour les éponges qui vont filtrer énormément de volume d'eau. Dans certains lits d'éponges, c'est vraiment impressionnant les volumes que peuvent se filtrer toutes ces éponges mises ensemble. Puis si vous allez, par exemple, sur YouTube, puis vous tapez « filtration éponge », vous pouvez voir des vidéos où il y a comme des plongeurs qui s'amusent à mettre de l'eau un peu fluorescente dans des énormes éponges. Là, c'est dans les tropiques. Là. Puis on voit vraiment la circulation de l'eau à travers ces grosses structures que sont les éponges. Il faut imaginer que ça participe vraiment à recirculer tous les nutriments dont ont besoin tout l'écosystème pour fonctionner. Donc ça fait que c'est vraiment des écosystèmes plus productifs. Puis il y a certaines zones où il y a des fortes concentrations d'éponges qui sont considérées comme des puits de carbone. Donc ils vont participer à fixer le carbone en capturant ces particules en suspension. Donc ça a vraiment des rôles importants. Puis il y a aussi certaines plumes de mer qu'on disait tout à l'heure qui sont capables de se déplacer un petit peu. Puis ça joue un rôle dans ce qu'on appelle la bioturbation, donc à venir remuer le sédiment quand elles se déplacent. Un peu comme les vers de terre, au final, qui participent à aérer le sédiment. Ça participe aussi à rendre ces écosystèmes un petit peu plus productifs à des endroits où, en profondeur, comme ça, c'est très pauvre d'habitude. Là. Fait que ça joue un rôle là-dessus. Les coraux et les éponges, ça offre aussi bien des habitats à d'autres espèces, donc ce qui va augmenter la biodiversité. Ils servent de nourriture à d'autres organismes qui vivent au fond des océans. Ils vont jouer un rôle aussi important dans les océans en aidant à maintenir l'équilibre chimique et en fournissant des éléments nutritifs à d'autres organismes. Et puis, il y a aussi potentiellement d'autres avantages, mais là, il reste beaucoup de recherches à faire. C'est des organismes qu'on connaît peu. Wow! Moi, je reste bouche bée par la quantité de choses la quantité de rôles que ces organismes jouent dans leur milieu, puis à quel point ils sont vraiment importants dans plein d'échelles différentes. Là, on parle de vers de terre sous-marins, on parle de bâtisseurs, on parle de garde-manger, dans le fond aussi. Wow! Merci énormément d'avoir été avec nous, Martin et Marilyn, et de nous avoir permis de faire lumière sur des organismes extraordinaires qui habitent nos fonds marins. Dans cet épisode, on a appris ce que sont les coraux et les éponges d'eau froide et leur importance pour les écosystèmes du golfe du Saint-Laurent. Dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir comment on les étudie et on les protège. Ce balado est une réalisation du comité ZIP Gaspésie avec l'aide du studio Onguedo et du Caracol Studio. Il a été financé par Pêche et Océan Canada et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Au montage et au mixage, Aïke Barsalou. À l'animation et à la réalisation, Camille Pépin et Léa Roy. Merci à Martin Forêt, biologiste en conservation marine à la Direction régionale de la gestion des écosystèmes de pêche et Océan Canada, et Marilyn Thorne, technicienne en sciences aquatiques à la Direction des sciences pélagiques et écosystémiques de Pêche et Océan Canada. Et merci à vous de nous avoir écoutés.